Bien. Bonjour, Monsieur Fell. Soyez le bienvenu à votre propre soutenance. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui vous accompagnent et au public. Je vais dire quelques mots en introduction de cette soutenance sur son déroulé. Donc, c'est tout d'abord l'une de vos directrices de thèse, la professeure Leblois-Appeux, qui dira quelques mots d'introduction. Puis vous aurez la parole pour 10 à 15 minutes maximum pour présenter votre travail et le contexte dans lequel vous l'avez réalisé. Puis les deux rapportrices auront la parole l'une après l'autre, Madame Aubert en premier lieu, puis Madame Hokeberg. Ensuite, nous irons aux Antilles, nous passerons en visioconférence, enfin nous entendrons notre collègue, le professeur Justin Daniel, en visioconférence, et j'interviendrai comme dernière membre du jury. Alors, chacun des membres du jury non directeurs de thèse, non directrices de thèse, auront un temps d'échange d'une trentaine de minutes avec vous. Voilà. Et puis, à la toute fin, eh bien, votre seconde directrice, Madame la professeure Bénédicte Girard, dira quelques mots aussi. Voilà. Alors, si l'enfant est un petit peu trop bruyant, on vous demandera de sortir pour qu'on puisse avoir des échanges tout de même. Voilà. On est content qu'il soit là, ça nous fait plaisir qu'il accompagne son papa, mais il faut qu'on puisse aussi travailler dans la sérénité. Très bien. Donc, Madame Leblois-Appeux, je vous fais la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, cher Willy, je pense que c'est un sujet de satisfaction pour vous d'être surtout dans cette salle pour soutenir votre thèse aujourd'hui, parce que je me souviens de la fin de votre master, où la proclamation des résultats avait eu lieu en amphithéâtre, mais la fête qui l'a suivie avait eu lieu dans cette salle. Et finalement, c'est très bien que vous puissiez soutenir dans cette même salle, dans laquelle vous vous êtes projeté dans l'avenir, dans cette thèse à faire, où tout était à faire, et qu'aujourd'hui, voilà, le travail est achevé, vous le défendez devant un jury, et c'est dans cette même salle, avec la cathédrale de Strasbourg, en tout cas pour nous, en perspective. Vous êtes originaire d'Haïti en 2012, vous êtes ensuite arrivé dans des conditions éprouvante à certains égards sur le territoire français, où vous avez poursuivi des études de droit, d'abord à l'Université des Antilles, ensuite à l'Université de Toulouse, Capitole, et enfin à l'Université de Strasbourg, où vous avez obtenu un master en droit pénal et sciences criminelles, et où vous avez émis le souhait, dès la réalisation de ce master, de rédiger une thèse. Lors de ce master, vous avez réalisé un stage de 2 mois dans un cabinet d'avocats en Martinique, et c'est à l'occasion de ce stage et des échanges que vous avez eu avec votre maître de stage qu'est né le sujet de vos réflexions, qui a d'abord été un rapport de stage substantiel, ce qui vous a permis de vous inscrire en doctorat, et qui vous a ensuite amené à choisir ce sujet de thèse. Et quand vous êtes venu voir en disant voilà, je veux en faire un sujet de thèse, je vous ai fait part de mon embarras, parce que c'est une question que je ne connaissais pas du tout une spécialiste de ces questions, et c'était aussi une question qui comportait une dimension civile, une dimension de droit civil que je ne maîtrisais absolument pas. Et je vous ai donc proposé d'associer à cette direction une co-direction, d'associer une co-directrice en la personne de Madame la professeure Bénédicte Girard, que je remercie d'avoir accepté. Et c'est comme ça que c'est un attelage à 3 finalement qui a conduit ce travail à son terme. Pendant toutes vos années de thèse, vous avez continué vos activités journalistiques et bien vous êtes parvenu à ce jour, juste avant ou en même temps que vous avez achevé votre thèse, vous êtes parti au Canada, vous êtes parti à Montréal, vous avez suivi un programme de qualification en droit pour intégrer l'école du barreau du Québec, où vous vous trouvez maintenant, et finalement, on a envie de dire les planètes s'alignent, parce que alors que vous apprêtez à entamer la formation d'avocat pour devenir avocat à Montréal, vous soutenez votre thèse et les choses finalement arrivent au bon moment, l'une comme l'autre, je crois, dans votre parcours personnel et professionnel. Voilà, donc je vais entendre avec beaucoup d'intérêt les observations que vous font
les membres du jury. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fell, c'est à vous. Vous avez la parole pour 10 à 15 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, autres membres du jury, aujourd'hui nous sommes le 27 mai 2025, lorsque quelque part, loin de la France hexagonale, en Guadeloupe, pour être clair, une partie de la communauté française commémore le 177e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce même jour, curieuse coïncidence, mais voici devant vous, ici à Strasbourg, et je me sens très honoré pour vous présenter ma thèse portant sur les obstacles juridiques et perspectives politiques s'agissant de la réparation des séquelles de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage colonial français. Je tiens à vous remercier pour avoir mis à ma disposition une partie de votre temps, j'imagine très précieux, pour faire partie de ce jury, pour lire les plus de 400 pages de mon travail et encore pour avoir donné un avis favorable, surtout rendant ainsi possible cette soutenance. Si je me trouve là où je suis devant vous, évidemment, c'est grâce à l'encadrement de Madame la professeure Lebohap et Madame Girard. Sans leurs conseils, en vérité, ce travail, en tout cas, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Permettez-moi, avant d'apporter quelques précisions concernant quelques erreurs sur la forme de mon travail, d'abord, je regrette d'avoir à la dernière minute extrait une partie de mon introduction pour en faire un chapitre préliminaire. Je l'avais fait en vue de faciliter la lisibilité du texte introductif en le raccourcissant. J'ai compris maintenant, grâce à vos remarques, mesdames les rapporteurs, que c'était une grave erreur et j'en prends acte. J'ai également pris acte concernant les quelques coquilles, quelques fautes et je pense que ces erreurs seront corrigées dans les plus brefs délais en vue de la version finale de la thèse. Concernant le surlignage intempestif de certains paragraphes ou de certaines pages dans les exemplaires qui vous ont été adressés, il s'agit d'un accident dont je ne me suis rendu compte qu'à la lecture de vos pré-rapports cette semaine, car sur ma version numérique, c'était vraiment imperceptible. Et quand j'ai envoyé ça à l'imprimeur depuis le Canada, je n'avais pas du tout remarqué qu'il y avait ce problème. Enfin, concernant la pagination inversée, l'emplacement des intitulés des parties et subdivisions, cet incident sur le tirage papier est dû à l'intercalation après la page de couverture d'une page supplémentaire par l'imprimeur. Et j'étais au Canada, c'est un ami qui a tout fait pour moi, il n'a pas vérifié cela. Donc, les exemplaires vous ont été envoyés avec ces problèmes. Si vous le jugez nécessaire, je vous adresserai une version réimprimée, nettoyée de toutes ces scories. Ceci étant dit, dans le cadre de cette présentation, je vais vous expliquer rapidement l'intérêt de cette thèse. D'aucuns se demandent peut-être pourquoi j'ai choisi ce sujet. À cette interrogation, la réponse qui s'offre à moi est limpide. Ce sujet, en tout cas, je ne l'ai pas choisi moi-même, et Madame Lebohap l'a dit tout à l'heure, c'est mon maître de stage, maître Germani, un avocat martiniquais qui est intéressé par cette problématique, qui m'avait accueilli dans son cabinet et qui m'avait proposé cette thématique comme sujet de mémoire. Il s'est imposé à moi, je l'ai accepté et je ne regrette pas du tout. Je suis très très content d'avoir en tout cas fait ce travail. Concernant la méthodologie, pour comprendre ce sujet, il fallait que je remonte, en tout cas il faut remonter au moins à l'année 2001, lorsque la représentation nationale française avait adopté la loi Taubira, qui dispose dans son article 1er que la République reconnaît désormais la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bon, à la lecture de l'intitulé de cette thèse, on voit qu'on est on est dans un sujet qui interpelle le droit. En tout cas, les requérants qui ont choisi d'intenter cette action en justice contre l'État français, ils ont interpellé le droit pour avoir quelque chose, pour soutenir leurs revendications. Mais à la lecture du titre de cette thèse, on voit également qu'il y a l'histoire. Donc, j'ai compris que pour réaliser cette thèse, il fallait avoir une approche pluridisciplinaire impliquant, outre l'histoire, le droit qui nous intéresse, la philosophie et aussi la science politique.
Donc, j'ai fait ce travail, j'ai consulté pas mal d'ouvrages, beaucoup d'archives qui m'ont permis, en tout cas, de faire ce travail comme je l'ai fait. Et bien sûr, j'ai échangé avec des acteurs sociaux en Martinique qui m'ont aidé à mieux appréhender la conception des Antillais eux-mêmes sur cette question de réparation. Ça m'a permis d'établir le cadre théorique de mon travail. Et pour dynamiser mes recherches également, j'ai suivi une quantité de colloques, séminaires, et j'ai utilisé des études statistiques, l'INSEE et divers rapports d'enquête, notamment parlementaires. J'ai eu une approche comparative également parce que j'ai regardé ce qui se passe dans d'autres systèmes, notamment aux États-Unis d'Amérique, et j'ai compris que le problème du traitement juridique de cette affaire n'est pas du tout l'apanage de la France. Je comprends que ce n'est pas uniquement un problème du système civiliste. En tout cas, je comprends que la common law également n'a pas donné une réponse favorable aux demandeurs qui ont tenté de mener des actions en ce sens. Donc, après avoir collecté l'ensemble de mes données, j'ai décidé de répondre à plusieurs questions dans ce travail. J'ai apporté une réponse à plusieurs questions, dont celle de savoir si ces faits qui ont duré plusieurs siècles peuvent être constitutifs de crimes contre l'humanité. Et le cas échéant, la loi Taubira les qualifie de crimes contre l'humanité. Est-ce que cette qualification, et en tout cas, à cause de cette qualification, est-ce que ces faits bénéficient de l'imprescriptibilité par nature, justement, que la loi prévoit pour ce type de crime? Et enfin, je me demande, est-ce que ces faits, ou bien la reconnaissance de ces faits comme crimes contre l'humanité, ouvre un droit effectif à réparation pour les descendants de ceux qui les avaient subis? Ces questions, je les regroupe en une seule. Quel mécanisme doit-on utiliser pour traiter les séquelles de la traite négrière et de l'esclavage transatlantique? Donc, c'est à cette question, en tout cas, que répond mon travail. Et comme résultat, je démontre dans la première partie du travail que, en fait, quand on ne peut pas appréhender cette problématique, le prisme du paradigme judiciaire, en tout cas tel qu'on le connaît, tel qu'on l'applique. Et dans une deuxième partie, je démontre, en tout cas je donne espoir aux descendants d'esclaves pour leur dire, c'est impossible en tout cas de traiter ce sujet en utilisant le droit, mais il y a au moins une manière de gérer cette question. Et donc dans la deuxième partie, j'ai abordé la question mémorielle. Je pense qu'on va discuter sur cette question et sur Haïti, puisque je suis originaire d'Haïti, puisque s'agissant de l'esclavage, Haïti a une histoire particulière avec la France, une histoire méconnue malheureusement, et j'ai dédié le dernier chapitre de ma thèse à Haïti en démontrant pour Haïti aussi, certes, le droit national comme international ne peut aider, mais il y a une réponse diplomatique, politique qu'on doit envisager. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers membres du jury, c'est ça le travail. Certes, j'ai compris que je n'ai pas tout dit, mais j'ai une approche complémentaire. Et j'ai compris aussi, en tant qu'étudiant, il y a une certaine limite à ne pas dépasser. Donc, et c'était ça la difficulté du traitement de ce travail, parce que, en tant qu'Haïtien, à un moment donné, je me sentais trop partisan. Mais, donc, je fais un travail plus ou moins objectif. Et voilà, c'est ce travail que je présente aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment. Et je suis prêt. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci, Monsieur Fell, pour ces propos introductifs très éclairants et qui font véritablement vivre votre travail. C'était un plaisir de vous écouter. Je donne immédiatement la parole à votre première rapportrice, Madame Aubert. Merci, Merci, Madame la Présidente. Je vais me permettre de donner quelques mots aux membres du jury que j'ai plaisir de revoir, pour Jocelyne
et pour Juliette, que je connais depuis de longue date maintenant, et c'est toujours un plaisir de venir à Strasbourg. Je ne viens pas très souvent, mais c'est vraiment une joie pour moi. Et puis, les jurys de thèse ont cela d'intéressant qu'ils permettent de connaître d'autres collègues. Voilà. Donc, je suis très heureuse de faire la connaissance de Bénédicte et de Sophie. Vraiment, on a passé un très joli déjeuner. Voilà, et donc on a pu faire un peu mieux connaissance avant l'après-midi. Donc merci à toutes. Et monsieur Daniel, excusez-moi, j'ai presque... Comme vous êtes en visio, c'est moins facile. Vous êtes le seul monsieur de ce jury de thèse et vous êtes loin de nous, donc je suis bien heureuse de vous voir. J'aurais aimé vous voir de visu, mais il y a des obligations qui font que la soutenance se passe de cette façon. Alors, merci à vous, monsieur Fell. Merci à vous. Vous traitez d'un sujet sensible, très sensible, actuel, pas géré, n'est absolument pas géré en France et depuis longtemps. Mais vous avez raison de dire que la France n'est pas le seul État à ne rien faire, enfin à faire peu en tous les cas, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Louis Jouanet, que je pense que vous ne citez pas suffisamment dans votre partie mémorielle, Louis Jouanet a dit ceci: pour tourner la page, il faut l'avoir lu. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment magnifique, elle correspondait bien à votre thème. Cette page de la traite, de l'esclavage, n'est pas assez lue, c'est tout à fait vrai, et un travail comme le vôtre est utile. Alors merci encore, parce que j'avais participé à un colloque il y a quelques années de cela, où la question que je devais traiter, et que j'ai traitée d'ailleurs, était: l'esclavage est-il un crime contre l'humanité? Bien, alors, je n'en connais pas les raisons, mais en tous les cas, mon article n'a pas été publié parce que je ne l'avais pas fini, hein, tout simplement. Dans cet ouvrage de Jean-Paul Jean que vous citez, hein, sur justice et esclavage, mais comme avec un collègue, on s'était dit qu'une fois que l'on aurait moins d'obligations, on pourrait reprendre ce thème-là, eh bien, de lire votre thèse m'a donné idée de le reprendre tôt. Voilà, donc nous allons revoir ça. Bien, merci aussi pour ce sujet historique qui a traversé les siècles, les réticences des villes à montrer, à commémorer ce qu'était l'esclavage et ce qu'est l'abolition de l'esclavage. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Nantes, j'ai vu ce mémorial pour l'abolition de l'esclavage qui est assez bien fait, me semble-t-il. Donc, des réticences, l'ignorance de beaucoup de personnes concernant la rançon que l'on a demandée à l'État d'Haïti, les inégalités entre les îles et l'Hexagone, tout cela est évident. Et donc, évidemment, ce sujet méritait qu'il soit exploité et qu'il le soit peut-être encore, tellement il est vaste. Hein, parce que vous ne vous intéressez pas seulement à l'esclavage, vous vous intéressez aussi à la traite négrière transatlantique, qui, à mon avis, n'est pas tout à fait la même question, et que je ne suis pas sûre que vous le traitiez vraiment. Hein, je pense que vous êtes plus sur l'esclavage en lui-même que sur la traite. Ouais. Bien. Alors, et puis enfin, je voudrais vous féliciter, parce que votre thèse est achevée. Elle est terminée. Hein, et le premier mérite d'une thèse, on le sait tous, c'est d'être achevé. Ça, il faut vraiment... je ne sais pas s'il y a des doctorants dans la salle, mais sachez que vous devez être félicité à ce moment-là. Alors, vous savez aussi que la soutenance est un moment particulier, c'est un moment important, parce que vous allez pouvoir confirmer ou défendre votre point de vue sur un certain nombre de questions. C'est aussi un aboutissement, mais pas tout à fait, la soutenance, parce qu'il y a des corrections à faire après, il y a des choses à faire. Bon, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Vous avez lu mon rapport. Je vais largement m'en inspirer, parce qu'il contient évidemment les éléments forts, hein, de
de mon intervention d'aujourd'hui. Alors, sur la forme, on va passer assez vite, mais quand même, vous avez... Sur l'intitulé, je pense, c'est trop long. Hein, j'ai mis du temps à le mémoriser et finalement, je pense que si on enlevait traite négrière transatlantique, ce serait déjà un peu plus simple. Mais bon, vous verrez ça avec vos directrices de thèse. C'est aussi probablement la longueur et peut-être aussi la difficulté à problématiser, hein, sur laquelle je reviendrai, qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment présent. Alors la lecture est claire, hein, je l'ai écrit, c'est facile de vous suivre. Alors il y a quand même parfois des approximations, il y a parfois un manque de rigueur. Alors déjà dans la citation des auteurs, quand vous faites, vous écrivez un auteur avec ses références à une note. Et puis ensuite, vous dites obsite, obsite, obsite. Et obsite, obsite, obsite peut durer 40 pages, 50 pages. Alors non, au bout de 10-15 pages, on remet l'intégralité parce que c'est pas possible, quoi. D'accord. Vous savez, toujours pareil, hein, quand on est chercheur, on va aller vite, vous le savez vous-même. Plus important peut-être, c'est la notion de qualification. Et vous en avez reparlé pendant votre discours. La notion de qualification aurait dû être précisée, parce que vous pouvez peut-être dire que la loi de 2001 qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité. Je veux bien. Mais c'est une qualification qui n'est pas pénale. Exact. C'est une reconnaissance de l'esclavage comme pouvant s'apparenter au crime contre l'humanité. La qualification pénale, elle est liée à un texte répressif qui interdit cet acte-là et qui lui adjoint une sanction. Ouais. Hein? Donc ça, il faut vraiment faire tout à fait attention. Et je vois que dans la thèse, hein, vous mélangez la loi de 2001 avec celle de 2003. 2001, c'est la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. 2003, c'est l'incrimination de la traite des êtres humains. Donc, et dedans, il y a l'esclavage. Enfin, 2003, je me trompe peut-être sur la date, mais en tous les cas, vous utilisez la même chose, c'est les numéros 67 et 68, et c'est un peu curieux de lire ces deux. Ce qui est curieux, c'est le rapprochement que vous faites entre ces deux lois. Hein, alors que il y a c'est une résolution en fait c'est une démonstration par l'Assemblée nationale qu'il faut considérer ces crimes comme, enfin ces faits comme étant très graves. Bon. Alors, vous avez parlé de l'introduction générale qui aurait mérité effectivement de contenir le chapitre préliminaire. Ah ouais. Ça, nous sommes d'accord. Mais je pense qu'elle aurait dû être encore plus étoffée que cela. Il y a votre introduction générale, il y a ce chapitre préliminaire, et puis il y a la délimitation des termes. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par séquelles? Qu'est-ce que vous entendez par tous les mots? Il y a des mots très, très importants que l'on ne retrouve pas dans l'introduction générale. La politique mémorielle effective, la justice reconstructive ou reconstructrice. Hein, vous évoquez les deux mots. Et vous aviez des mots qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Les mémoires morcelées, fragmentées, territorialisées. Tout cela est dans la thèse. Et je pense que tout cela aurait dû être dans l'introduction générale pour que vous posiez pour que vous nous indiquiez quel objectif vous donniez à cette thèse. Qu'est-ce qui vous... Parce qu'en première partie, finalement, vous dites « on ne peut pas » par le droit. Et en fait, par la politique... c'est très possible. On pourrait. Oui, enfin... hein? Vous comprenez? Oui. Donc, au-delà de ce qui n'est pas possible et de ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous... Peut-être c'est ça, en fait, que j'aurais voulu entendre. C'est des propositions, un peu d'imagination, y compris juridiquement.
il y a des moments dans notre système même français dans lesquels soit le législateur, mais peut-être plutôt les juges, ou alors des associations, ont osé des choses, ont imaginé des choses. Et vous n'en parlez pas du tout, mais moi, ça m'y a fait penser au tribunal Russell. Alors, le tribunal Russell, c'est un tribunal d'opinion qui a existé dans les années 60, 70, je pense, à peu près. C'est pas du tout... Juridiquement, ça n'a aucune portée, mais l'idée, c'était de désigner des auteurs de crimes et de voir quelles pourraient être les solutions possibles, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Il y en a eu un il y a quelques années sur Monte Santo. Vous voyez, c'est vraiment très varié. Et je me suis dit qu'au fond, ça pourrait être une solution. Et c'est des tribunaux qui sont à dimension internationale. Enfin, c'est pas seulement en France. Bon. Donc, je suis restée un peu sur ma faim sur votre démonstration. Alors, maintenant, je voulais rentrer un peu dans les parties. Vous l'aurez compris, je suis pénaliste. Oui, ça. Je me suis demandé, parce que au début, là, dans la partie pénale, vous évoquez les droits civils pour les esclaves qui existent à partir de l'abrogation de l'esclavage. On est en 1848. Oui. D'accord. Et qu'à ce moment-là, finalement, ils auraient pu demander quelque chose, engager des procédures. Alors, imaginons que un certain nombre de personnes soit se mettent ensemble, soit aient suffisamment de ressorts pour le faire. Vers qui vont-ils se tourner? Ils ne peuvent pas se tourner vers le juge pénal. Ils ne peuvent pas. L'esclavage est interdit, il n'est pas prohibé. Ce n'est pas une incrimination pénale. L'esclavage devient une incrimination pénale, je crois, en 1926 ou 56, je sais plus. 56. 56. Et donc, finalement, il est interdit, ok, mais pénalement, il n'y a aucune ouverture. Enfin, de mon point de vue, toujours. Sauf peut-être à utiliser les incriminations classiques. Ouais, c'est ce que j'ai. C'était ça? Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans mon travail. Certes, on ne pouvait pas imaginer une poursuite pour l'esclavage en tant que tel, mais le code pénal français qui a été promulgué aux environs des années 1828, je crois, et prévoit un certain nombre d'infractions. Et avant même l'abolition de l'esclavage, durant les années 1840, 1845, on a adopté certaines lois qui reconnaissent plus ou moins l'esclave peut être humain. Et certains comportements ont été prohibés, punis pénalement, et même ces lois bien spécifiques faisaient des renvois au code pénal. Donc oui, en 1848, peut-être, on ne pouvait pas imaginer des poursuites pour l'esclavage en tant que tel, qui a été un système légal. Mais puisque le système a pris fin, peut-être à partir de 1848, les juges, les tribunaux auraient, j'imagine, une autre façon de traiter, en tout cas, les esclaves. Parce qu'avant cette abolition, pour des faits extrêmement graves contre des colons, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de condamnation, etc. Peut-être à partir de cette date, 1848, les esclaves, les désormais anciens esclaves, auraient pu imaginer quelque chose. Je pense que j'ai démontré cela dans ce travail. Effectivement, vous en avez parlé, mais ça ne me paraissait pas très clair, vous voyez. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, mais là, je n'ai pas la réponse, hein, et je vous pose la question. Il m'avait semblé, je pense avoir vu ça dans le mémorial en Guadeloupe, on avait interdit l'esclavage aux Antilles, mais qu'ensuite on l'avait rétabli
un certain temps. Enfin, il était interdit partout en France, sauf dans les Antilles, pendant quelque temps, parce qu'on souhaitait que les colons se réorganisent, si je puis dire, parce qu'ils n'avaient plus la main-d'œuvre. Alors, je ne pense pas. Toujours au XIXe siècle. S'agissant de l'esclavage, il faut savoir qu'il y avait une première abolition. Cette abolition a été. En tout cas, la France a été contrainte d'abolir l'esclavage aux Antilles d'une manière globale par les esclaves de Saint-Domingue. Ça, c'était en 1794. Donc, il y avait une première abolition. Oui. Cette première abolition était applicable à pratiquement tout le monde. Sauf que, entre-temps, pour la Martinique, il y avait un problème politique entre la France et le Royaume-Uni. Je crois que l'esclavage n'a pas été vraiment aboli dans cet espace. Mais pour les autres, Saint-Domingue, Guadeloupe et les autres, oui, l'esclavage a été effectivement aboli. Sauf que il y a le premier consul qui va réinstaurer l'esclavage. Ah oui. Et c'est à ce moment-là que Haïti, les Haïtiens ont dit non, nous, oui, on ne va pas retourner dans cet état, donc on va prendre notre indépendance. Entre-temps, l'esclavage en Guadeloupe, oui, etc., etc. Donc, c'est ça l'histoire. Et l'esclavage a été finalement aboli définitivement en 1848. Donc, je remets les contextes. Oui, tout à fait. Oui. Alors, donc, sur la question peut-être de l'imagination et puis peut-être aussi du rôle de la justice dans tout ça, moi, ça m'a beaucoup fait penser aux affaires Barbie, Touvier, Papon, donc ces Français qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité en France à partir de la fin des années 80. Le ministère public n'a jamais été à l'initiative de ces poursuites. Ce sont toujours des associations de familles juives qui ont engagé ces poursuites et donc le ministère public était bien obligé de continuer. Je me disais que peut-être, justement, les associations qui s'intéressent à ces questions-là pourraient imaginer quelque chose. Même en allant en justice, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas possible, hein, mais vous voyez, et je trouve que de ce point de vue-là, votre thèse manque un peu de prospective. Hein. D'accord. Ben voilà, vous voyez, le droit, il est comme ça, on ne peut pas. Vous voyez, donc le droit pénal toujours, le droit civil, je le laisse à Sophie. Donc voilà, je pense que, surtout que sur la question de la prescription, et le principe de la légalité, même la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'un pays dans lequel le crime contre l'humanité n'existait pas en 1945 et qu'il jugeait en 1990 ou 2000, ces pays-là pouvaient tout à fait condamner la personne alors même que le principe de la légalité était violé, on va dire comme ça, hein, oui, parce qu'il y a un grand principe qui est celui des principes relatifs aux pays civilisés, enfin les grands principes, un peu le droit des gens, si vous voulez. Ouais. Et donc, vous voyez, comme quoi les juges parfois ont des idées. Alors, oui. Je vais faire une précision. Le problème, je comprends tout à fait votre approche, je l'ai abordé. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme permet une application rétroactive des lois, etc. Mais c'est en cela, cette affaire, ce sujet est un peu spécifique, spécial, parce que l'esclavage, ça remonte à près de 200 ans. Donc, au moins, je comprends pour des faits qui datent de 1945, 1946, 1950, etc. Peut-être, à cette période, on a eu le temps d'adopter les pactes qui permettent aussi l'application rétroactive des lois dans certains cas. La Convention a été peut-être déjà... on a eu le temps d'adopter cette Convention. Donc, mais pour l'esclavage, les faits datent de 1848. Et moi, je me pose la question, est-ce que même cette Convention... est-ce qu'on peut l'appliquer, qui permet l'application rétroactive, est-ce qu'on peut l'appliquer
à des faits qui remontent à près de 200 ans. Donc c'est ça, c'est ça le problème. Cette convention, mais de trouver, parce que plein d'États n'imaginaient pas que cet article 7 puisse être applicable à des situations qui ont 70 ou 80 ans. Donc je ne dis pas d'appliquer cela, mais peut-être de trouver autre chose. J'ai tenté cette approche et j'ai expliqué que en 1848, l'esclavage, en tout cas les anciennes puissances esclavagistes, elles s'étaient mises d'accord sur quelque chose. On a l'impression que l'esclavage c'était la norme, bien qu'il y avait eu des abolitions par-ci, par-là, etc. Mais aucune puissance esclavagiste n'avait décidé à l'époque de dire non, on va criminaliser l'esclavage. Et c'est pour cela, si je reprends cette formule, les nations dites civilisées n'avaient pas, en tout cas, érigé cela comme principe. Et donc, du coup, on ne pouvait pas considérer comme quoi, en 1848, il y avait un principe général du droit en l'espèce, ou bien en cette matière, qui permet justement l'application rétroactive dont parle cet article 7. Parce que l'article 7 fait référence aux principes généraux du droit, au cas où les nations dites civilisées reconnaissent quelque chose comme crime, même s'il n'y a pas de loi, on peut donc appliquer rétroactivement une loi, etc. Donc, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était la norme, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai expliqué dans mon travail, même là. Je fais remarquer quand même que la Convention européenne des droits de l'homme n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été créée après. Ben oui, mais sauf que, on voit, il y avait eu des conférences entre les puissances alliées. Déjà, elles s'étaient mises d'accord sur quelque chose. Après la guerre, on va faire quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Okay. C'est ça qui rend un petit peu difficile l'exercice concernant l'application rétroactive des lois et post-45 à ce fait qui date déjà plus de 170 années. Alors, je voulais qu'on discute un peu aussi du pardon. Oui. Du pardon, des politiques mémorielles. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que Louis Jouanet aurait pu être... Oui, je l'ai cité, mais pas suffisamment. Je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'en fait, il y a une contradiction quand vous parlez de... Vous dites que le pardon ne peut pas être accordé. Il ne peut pas être donné, peut-être pas totalement, je ne sais pas. Et vous prenez un exemple à un moment donné qui est celui de M. Jankélévitch, oui. Qui a beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale et qui va rencontrer un jeune Allemand. Et ce jeune Allemand va lui écrire un très beau texte. Il présente, il ne s'excuse pas, mais il présente une forme d'excuse. Et finalement, Jankélévitch va être sensible à cela. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible, parce que vous avez l'air de dire que c'est pas possible de pardonner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, sans doute pas tout de suite. Il y a des conditions, bien sûr. Il faut que ce soit des excuses. Comment dire ? Il faut présenter des excuses. Il faut mettre en pratique les excuses que l'on présente. Il ne suffit pas de dire je m'excuse. Mais le pardon peut être accordé. Vous parlez de l'Afrique du Sud un peu dans votre thèse. Je ne suis pas sûre que ça se soit passé aussi bien que vous le dites d'ailleurs, mais il y a eu d'autres pays dans le monde où ces questions-là ont été évoquées sous la forme de commission vérité et réconciliation. Rien n'est parfait, donc même ça, ce n'est pas parfait. Hein. Donc quand on a vécu des choses extrêmement douloureuses, il n'est pas certain que l'on puisse pardonner tout de suite, maintenant, complètement. Bon. Mais en tous les cas, c'est sans doute une avancée vers un peu plus de réconciliation, parce que de toute façon, il faut bien vivre ensemble. Oui. Et je pense que même si on est descendant de l'esclave, il est sans doute possible de retrouver un peu plus de paix, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est ma conclusion. Vous ne semblez pas dire que le pardon soit une... Non,
je me suis trompée. Le pardon est un élément fort, vous pensez? Comment faire alors? Comment faire? Vous voyez, là aussi, vous ne nous dites pas, vous n'avez pas de proposition. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses concernant cette question de pardon. Déjà, vous parlez de Jankélévitch. Effectivement, je l'ai cité, j'ai pris cet exemple. Et Jankélévitch, qui a évolué déjà sur cette notion de pardon, entre l'imprescriptible, l'impardonnable et le pardon. Donc, certaines fois, il a une position un petit peu différente. Certains auteurs considèrent comme ça, non pas comme une contradiction, mais une évolution. Mais il a parlé de plusieurs conditions pour avoir un pardon. Et déjà, l'une des conditions phares, c'est déjà une relation interpersonnelle entre la victime et l'autre qui lui a fait du mal. Et en lisant Jankélévitch, je me dis, moi, descendant d'esclaves, est-ce que je peux pardonner l'esclavage, par exemple? Certes, dans cette relation interpersonnelle, l'État, en tant que responsable qui a participé, qui a mis en place, en tout cas, l'esclavage, il est là. Mais moi, je ne suis pas victime de l'esclavage. Est-ce que je peux pardonner? Si je reprends Jankélévitch, Derrida, etc., les philosophes qui ont travaillé sur cette question, là, on est dans... Et je cite Paul Ricoeur qui dit, là, on est dans un impardonnable de fait. Parce que je ne suis pas victime de l'esclavage. Je suis peut-être victime des séquelles. Et là, je cite Madame la philosophe Magali Besson. Je suis victime, en tout cas, des structures inégalitaires qui ont été reprises, en tout cas après l'abolition, mais je ne suis pas victime de l'esclavage, donc je ne peux pas pardonner l'esclavage. Je peux peut-être pardonner ce que... On est sur la réparation des séquelles, on n'est pas sur la réparation de l'esclavage. Ah ben justement, je peux pardonner peut-être les séquelles que je suis en train de subir, si toutefois il y a... Comment avez-vous des propositions à faire? Ben déjà, dans la tête, je dis, la première chose, pour pardonner, il faut cette reconnaissance déjà. Et il faut essayer, parce que la reconnaissance c'est bien, mais il faut des efforts au moins pour réduire cette inégalité qui fait que le Guadeloupéen, le Martiniquais, le Réunionnais qui se trouve ici en France, est-ce que je suis un Français à part entière, etc. Il faut déjà voir comment on peut gérer toutes ces questions et puis, bien évidemment, je crois que l'intérêt national, il faut le prioriser, la communauté internationale. Je pense qu'à partir de ça, reconnaissance, réduction des inégalités, etc. Et ces Français de l'outre-mer pouvaient jouir de complètement leur citoyenneté. Et là, je pense que ça va venir de manière automatique. On ne va pas oublier l'esclavage parce qu'il ne s'agit pas d'oublier cette partie importante de l'histoire de la France. Mais on va dire, désormais, on fait partie de cette nation. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On aurait pu continuer à discuter. Je serais très content. Madame la Présidente a rappelé à 30 minutes. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci pour ce premier échange. Oui, c'est mon rôle de maîtriser le temps. Je passe donc immédiatement la parole à votre seconde rapportrice, la professeure Okeberg. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je veux remercier mes collègues, directrices de thèse, Madame le professeur Gérard et Madame le professeur Leboire, de m'avoir convié à ce jury. C'est pour moi aussi un plaisir de retrouver des collègues, de faire la connaissance d'autres et puis aussi de découvrir votre travail. Je suis ravie d'être ici à Strasbourg. Voilà, j'aurais peut-être aimé être aussi en Martinique avec d'autres collègues, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici et d'être convié à examiner un travail tel que le vôtre. Alors, Monsieur Fell, à mon tour, je vous adresse mes félicitations pour être arrivé au terme de ce travail de thèse. C'est un travail long, exigeant, qui implique de la ténacité, de la persévérance. Vous en avez fait preuve et vous avez accompli
votre mission et en cela, eh bien, vous devez être félicité. Donc je vais bien évidemment, parce que c'est la loi du genre, hein, échanger avec vous, faire part d'un certain nombre de critiques, de reproches, mais qui sont surtout le prétexte à la discussion. Donc évidemment, cela ne remet pas en cause l'appréciation globale de votre travail qui est positive. D'abord, je vous félicite pour le choix du sujet, alors puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce choix, si j'ai bien compris. C'est vrai que c'est un sujet original qui, voilà, d'emblée, voilà, attire l'attention et suscite l'intérêt. Donc ça, c'est déjà à mettre à votre crédit, si j'ai bien compris. Et le choix d'un sujet, c'est quand même déjà quelque chose de difficile. Et puis je vous félicite aussi du fait d'avoir embrassé autant de matières, parce que finalement vous avez été sur les terrains du droit civil, du droit pénal, de l'histoire du droit finalement, hein, et même de l'histoire tout court, hein, peut-être même plus encore l'histoire du droit, la philosophie, le droit public, sciences politiques, la science politique, la science économique un petit peu aussi. Donc, beaucoup de choses. Donc il fallait maîtriser toutes ces disciplines, toutes ces matières, et vous n'avez pas eu peur finalement d'aller sur des terrains qui, pour certains, j'imagine, étaient quand même moins familiers que d'autres. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous maîtrisez parfaitement toutes ces disciplines, mais enfin, j'imagine qu'il y en a pour lesquelles c'était un peu plus compliqué que d'autres. Donc vous avez fait preuve voilà, d'une certaine audace, d'un courage qui est évidemment à mettre à votre crédit. Alors, maintenant, venons-en un petit peu aux critiques qui pourraient vous être formulées. D'abord sur l'intitulé du sujet, bon, ça vous a été déjà dit, l'intitulé est assez long. Et puis c'est vrai qu'il y a certains thèmes qui surprennent, puisque quand même il y a une très grande partie de votre thèse qui est consacrée au droit pénal, et le premier mot que vous mettez en avant, c'est la réparation. Donc ça paraît un petit peu contradictoire dans une thèse. Alors moi je ne suis pas du tout pénaliste, hein. Je suis civiliste, mais moi la réparation ça me parle. Mais j'étais d'emblée assez surprise que vous mettiez en avant la réparation pour traiter d'un sujet qui quand même, en tout cas dans l'aspect juridique, est à 60% du droit pénal. Alors voilà, pourquoi ce terme? Pourquoi pas la répression, par exemple, la sanction? Pourquoi la réparation est venue en premier? Parce que je voulais m'inspirer des demandes qui ont été faites aux Antilles par les descendants d'esclaves. Voilà. Donc, quand ils ont choisi la voie civile, ils ont réclamé la réparation. Donc, le sujet initial qui m'a été proposé, c'était la réparation. Donc, du coup, je suis resté à la réparation. Hein, j'ai le sentiment. C'est-à-dire que, vous le dites, d'ailleurs, il n'y a pas trop de suspense, hein, la voie pénale est une impasse. Donc on en choisit une. Exactement. Autre. Et est-ce que c'est vraiment de la réparation qui est demandée? Parce que dans ma tête, il y a aucun... On ne peut pas réprimer l'État sur le plan pénal. On connaît ce principe. D'accord. Donc, auteur des faits, absent, les personnes morales peut-être qui ont bien profité, en tout cas, des richesses engrangées par l'esclavage, on ne peut pas les poursuivre non plus. Mais en même temps, vous n'avez pas évacué, vous auriez pu dire, de toute façon, le droit pénal, c'est une impasse. D'emblée, je le dis, et je vais m'attacher qu'à l'aspect réparation. Pourtant, c'est pas ce que vous faites. Donc, voilà, on sent que quand même, il n'est pas question que de réparation. Parce que j'ai discuté avec des amis aux Antilles, ils ont imaginé aussi l'aspect pénal. Ils m'ont dit, Wendy, est-ce que le droit pénal, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a fait des tentatives, à chaque fois, la réponse était la demande est rejetée, etc. Parce que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas... Est-ce que le droit pénal peut faire quelque chose? Donc, puisque vous allez sur ce terrain, je vais y rester et je reviendrai un petit peu en arrière sur... Donc je voulais mettre le point sur les i concernant l'aspect pénal. Voilà. Justement, alors je vais aller sur un... c'est pas mon terrain, c'est le droit pénal, mais quand même. Pourquoi est-ce que vous avez été aussi timoré à propos de la responsabilité pénale de l'État? Moi, je suis civiliste. La responsabilité civile de l'État, elle est reconnue sans aucune difficulté. Pourquoi n'avez-vous pas discuté davantage de cette question de l'irresponsabilité pénale de l'État? Après tout, pourquoi
l'État est-il pénalement irresponsable alors que des personnes morales de droit public peuvent être aujourd'hui être déclarées pénalement responsables. Alors, vous expliquez, vous exposez le droit positif, mais vous ne le critiquez pas, parce que s'il y a bien une personne qui a survécu et qui est toujours là depuis 1848, c'est l'État. C'est l'État, oui. Donc l'État, bon voilà, c'est celui vers lequel on pourrait, le cas échéant, se tourner. Et alors vous évacuez très rapidement cette question de la responsabilité pénale de l'État, c'est page 101. Voilà, vous êtes... D'ailleurs, c'est d'une façon générale, dans votre thèse, on sent que vous mettez constamment... Enfin, vous alternez l'accélérateur et le frein. Vous avez la pédale sur le frein, vous voulez... On sent que c'est un sujet, évidemment, qui vous touche. Hein. Vous êtes, je dirais, sans jeu de mots, à fleur de peau sur ce sujet. Mais dans le même temps, vous ne voulez pas que ce soit une thèse trop engagée, trop militantiste. Ah ouais. Et vous avez raison, c'est une thèse de droit. Mais là, je comprends que j'aurais pu être beaucoup plus audacieux sur ce sujet, mais encore une fois, je n'ai pas osé aller plus loin pour ne pas être hors sujet. Voilà, c'était surtout ça, mais je pense que c'est une bonne réflexion qui me fait réfléchir. Peut-être ça peut faire l'objet d'autres. Moi, un article de ma part dans un avenir proche, c'est quelque chose que moi-même je me pose la question. Oui, parce que bon, après, pour le reste... Vous parliez de la prescription, oui. Bon, bah, voilà, il y a des outils qui existent, il y a des infractions qui sont imprescriptibles. L'État, c'est une personne qui est toujours là. Il n'est pas forcément indispensable que les victimes soient encore vivantes, donc on pourrait tout à fait imaginer de sanctionner l'État pour des faits. Alors après, là aussi où je suis un peu restée sur ma faim pour reprendre l'expression de ma collègue dans son rapport, c'est que je trouve que vous n'êtes pas suffisamment interrogé sur la difficulté qu'il y a à appréhender aujourd'hui des faits qui se sont commis dans le passé, à une époque où finalement ils n'étaient pas pénalement sanctionnés. Donc c'est plus l'anachronisme qui rend en fait les choses difficiles, puisque l'histoire est malheureusement... jonché de faits qui ont été extrêmement graves et dommageables. Et si on commence évidemment à juger aujourd'hui des faits qui se sont déroulés dans le passé, on va effectivement peut-être aller trop loin. Donc cette difficulté aussi, je trouve que vous auriez peut-être dû un petit peu plus la creuser, alors pas sur le plan philosophique, mais plus sur le plan technique. Comment appréhender des comportements qui, au moment où ils ont été commis, étaient conformes à la loi, comment donc les appréhender aujourd'hui. Bon, alors je reviens un petit peu au point de départ. Je reviens au terme du sujet. Vous parlez de l'esclavage colonial français. Il se trouve que j'ai lu votre thèse, en tout cas dans la première approche, dans l'avion qui me menait en Guyane. Ah. Et donc je me suis dit, tiens, c'est curieux, son propos ne concerne que les Antilles françaises et Haïti, mais finalement pas du tout la Réunion. Il y a eu de l'esclavage à la Réunion, à la Guyane aussi. Bon, en Indochine, moi je ne suis pas une féru d'histoire, mais enfin je pense qu'il devait y avoir des comportements du même genre. Et ça, vous ne vous en expliquez pas dans votre introduction. Pourquoi avoir limité finalement votre étude à cette zone géographique? Alors, je comprends bien que c'est en rapport avec votre propre histoire, mais est-ce qu'il y avait un particularisme qui justifiait de limiter le champ de votre étude aux Antilles françaises? Je pense que l'intitulé même de la thèse limite géographiquement mon champ de travail. Parce que quand on parle de traite transatlantique, on voit l'océan Atlantique. Et donc, parlant de la France et ses anciennes colonies qui ont connu l'esclavage, on voit rapidement Martinique, Guadeloupe, Réunion, la Guyane, Saint-Barthélemy, je crois, etc. Mais c'est surtout
ici, dans cet espace-là, l'espace transatlantique, dans votre pré-rapport, vous avez parlé de Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas parlé de Nouvelle-Calédonie parce que tout simplement, Nouvelle-Calédonie, ne se trouve pas dans l'espace atlantique, donc dans les Caraïbes. Deuxièmement, la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu l'esclavage. D'accord, la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu l'esclavage parce que je crois que la colonisation de la Nouvelle-Calédonie a eu lieu après l'abolition de l'esclavage, je crois en 1852, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que d'abord l'intitulé limite le champ de mon travail à cet espace et je parle de la je parle de la Guyane, je parle de la Réunion. Sauf que peut-être dans la rédaction, vous voyez plus souvent Guadeloupe et Martinique, parce que ce sont ces citoyens-là, ces gens-là qui ont... Plus facile, exactement, ce sont ces gens-là qui ont décidé d'agir en justice. En étant en Guyane, que les archives avaient été... c'était très difficile d'avoir trouvé des archives parce que, compte tenu du climat, la conservation des archives était très difficile. Alors aussi, ce que j'ai un petit peu regretté, mais ça c'est général, c'est quelquefois, vous semblez quand même très... comment dire, rester dans le passé. Après tout, malheureusement, il y a encore aujourd'hui des phénomènes qui s'apparentent à l'esclavage, une forme d'esclavage moderne. Il y a peut-être encore, il y a des hypothèses de traite des êtres humains. Je regrette un peu que vous n'ayez envisagé les choses par rapport à ce qui s'est passé et que vous n'ayez pas mis à l'épreuve, en quelque sorte, nos qualifications actuelles, notre droit actuel, à appréhender des faits tels que ceux qui se sont produits, si malheureusement ils étaient amenés à se reproduire ou si ils étaient aujourd'hui commis. Est-ce que de votre point de vue, notre arsenal juridique, il est efficient? Est-ce que si aujourd'hui des faits tels que ceux qui se sont produits avant 1848, si de tels faits se produisaient, est-ce qu'on est armé? Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on est armé et je l'ai traité dans le titre 1 de ma thèse parce que j'ai parlé de l'esclavage sur la définition moderne, après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, les réformes qui ont été faites, j'ai parlé de traite des êtres humains, j'ai parlé de la servitude, je l'ai traité un peu, peut-être... pas suffisamment, comme vous l'aurez aimé, vous l'aurez souhaité, mais je pense que je l'ai traité dans le titre 1 de ma thèse. J'ai traité ça, j'ai parlé de tout ça avant même d'aborder... On se demande si c'est une thèse d'histoire du droit, parce que c'est vrai que quand vous vous êtes interrogé sur le point de savoir si en 1848 les victimes directes de l'esclavage auraient pu être indemnisées ou auraient pu exercer des poursuites, je me suis dit, mais voilà, est-ce que c'est une thèse de droit positif? Est-ce que c'est une thèse d'histoire du droit? C'était assez surréaliste quand même comme développement, comme interrogation de se demander. Et d'ailleurs, vous le dites, ils n'ont rien demandé. Et d'ailleurs, ce questionnement, il est quand même assez contemporain. Je tenais à faire ce travail pour démontrer que peut-être si les anciens esclaves avaient agi, ils auraient eu une chance d'avoir quelque chose par la justice. Je voulais absolument faire ce travail comme cela. Donc, voir déjà ce qui aurait été possible après 1848, au regard du droit qui était applicable, en vigueur à l'époque, pour venir sur les descendants, les actions actuelles. Alors, venons-en. Je passe sur la construction parce que j'ai exactement les mêmes critiques que ceux qui vous ont été formulés par votre premier rapporteur sur ce chapitre préliminaire. À quoi? En plus, il est détaché. C'était une erreur de ma part. Donc, il aurait fallu mettre ça dans l'intro qui est beaucoup trop maigre, d'autant plus que cet aspect historique, il était nécessaire à la compréhension du sujet. Et puis, c'est vrai que ce qui est un peu gênant, on peut y voir un avantage, mais aussi un inconvénient, c'est-à-dire que à la lecture même du titre, on connaît déjà la fin. C'est-à-dire, obstacles juridiques et perspectives politiques, on sait déjà que le droit, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, même en vous lisant, c'est-à-dire que vous envisagez chacune des conditions de la responsabilité pénale ou de la responsabilité civile, les conditions étant cumulatives, et on sait d'emblée que la première ne pouvant pas être réunie. D'ailleurs, on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'il envisage les autres?
Parce que, voilà, si on commence déjà à dire c'est pas possible de retenir un lien de causalité, alors pourquoi se poser la question de savoir si l'action est prescrite ou pas? Ouais. Donc vous entretenez pas beaucoup le suspense, et pour le lecteur, on se demande un peu quel est l'intérêt d'étudier toutes ces conditions qui sont cumulatives dès lors que d'emblée on sait que la première n'est pas remplie. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un aspect déceptif parce qu'on se dit tiens, il va nous dire que c'est possible, il va imaginer quand même des possibilités d'aboutir, et d'emblée, même à l'introduction, avant même qu'on ait commencé la première partie, on sait déjà que tout ce qu'on va voir, je dirais, ne servira pas à grand chose parce qu'aucune action ne sera possible. Oui. Donc peut-être que voilà, vous auriez pu un peu plus entretenir le suspense pour le lecteur, ou être un peu moins défaitiste. Ouais, je comprends. Hein, je comprends. Je pense qu'on aurait, ouais, je prends acte de ça. Un peu plus d'audace. Alors sur l'aspect civil, vous étudiez sans surprise les règles de fond, les règles de procédure. Sur les règles de fond, vous passez très vite sur la faute, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous dites, voilà, il n'y a pas de problème, la faute elle est évidente. Bon, là aussi c'est un peu rapide, parce qu'encore une fois, c'est comme le médecin qui commet qui a accompli un acte médical qui, au moment où il a été accompli, était conforme aux recommandations médicales. Si ces recommandations viennent à être modifiées, on ne considérera pas qu'il a commis une faute. Et ce problème de l'anachronisme, vous l'évacuez assez rapidement. Ça, c'est un petit peu gênant. Sur la responsabilité de l'État, j'étais un peu surprise, puisque vous dites que la responsabilité de l'État, elle peut être engagée sans faute. C'est page 157. Vous semblez nous dire, la responsabilité de l'État, vous dites qu'elle peut être sans faute. Elle est fondée sur l'équité. La responsabilité sans faute de l'État, elle est quand même circonscrite à des cas bien particuliers. Je vous l'ai mis dans mon pré-rapport. La RECALS, moi je ne suis pas publiciste, mais enfin, la RECALS, ça concerne des agents publics. Donc la responsabilité sans faute de l'État, c'est pas la norme, c'est pas le principe. Il faut montrer la faute de l'État. Et là, vous passez, je trouve, un peu vite sur ce point. Sur le lien de causalité, alors la difficulté aussi, c'est le dommage. Vous parlez des séquelles, c'est très intéressant dans votre intitulé, là aussi on vous a interpellé sur ce terme. Donc les séquelles, ça laisse à penser que vous n'envisagez que la réparation de ce qui subsiste aujourd'hui. Oui. Pourtant, dans vos développements, vous laissez entendre que les descendants pourraient demander réparation des souffrances qu'ont vécues leurs ancêtres. Pas les descendants actuels. Ouais. Dans ma démonstration, je dis peut-être les ayants droit, ce n'est pas les descendants, les ayants droit auraient pu imaginer, auraient pu penser à cette réparation. Et je crois que j'ai fait un développement très important sur ce sujet pour montrer l'état du droit à l'époque. Parce que, en tout cas, ce n'était pas que les séquelles, c'était les... Oui, en tout cas, pour les esclaves, en tout cas les victimes directes de l'esclavage, j'ai dit ça, la réparation directe, les dommages corporels, etc. Les dommages moraux étaient possibles. Pour leurs ayants droit, c'était peut-être imaginable aussi. Mais pour les descendants éloignés, on parle de séquelles. Quand je parle des descendants éloignés, je parle de nous, de moi, de ces gens-là qui ont agi en justice. Donc, alors, le dommage, puisque c'est un dommage, c'est une condition de la responsabilité civile, ce serait donc ces séquelles. Oui. Alors, j'aimerais que vous développiez un petit peu là, sur ces séquelles, parce qu'on a du mal quand même à les identifier, à les caractériser. Pour les descendants donc des esclaves, à supposer, mais ça vous en parlez, c'est vrai que c'est compliqué, à supposer qu'on puisse les identifier. Puisque les habitants des Antilles, pour certains, peut-être proviennent des descendants des esclaves et puis aussi des esclavagistes. Enfin, il y a eu aussi un métissage de la population. Mais ce dommage, alors, quel serait-il? Quel est-il? C'est plutôt un dommage qui, je peux dire, se trouve dans l'ordre du préjudice moral, parce que ça
un rapport avec, par exemple, la discrimination, le racisme, tout ça. C'est en tout cas des méfaits qui trouvent leur source, en tout cas, dans l'esclavage. C'est ça, les séquelles pour moi, en tout cas, en tant que l'auteur de cette thèse. Bon, voilà. ça, évidemment, ça dépasse un peu le cadre de mes compétences, mais est-ce que c'est nécessairement, pour prendre le racisme, un lien direct avec le colonialisme, avec l'esclavage? Est-ce qu'il n'y a pas des pays ou des populations qui souffrent de racisme sans nécessairement être passés par cette phase d'esclavage? C'est-à-dire, c'est le lien que vous mettez entre, je dirais, le statut actuel des descendants d'esclaves, dont vous expliquez qu'il est amélioré et qu'il y a des problématiques dans ces régions. Le lien que vous faites avec l'esclavage, voilà, ce lien, il est quand même à discuter. Oui, c'est peut-être discutable, je suis d'accord avec vous sur ce point, mais quand on va aux Antilles, quand on regarde les Antillais, leur perception de cette réalité, quand ils vous parlent, sur, en tout cas, cet aspect-là, ils font directement un lien avec l'esclavage. Maintenant, je l'ai observé aussi. Et je ne pense pas qu'on peut ignorer le fait que ça puisse avoir probablement un lien avec l'esclavage. Alors c'est le ressenti, ça c'est... Oui, c'est le ressenti, justement. Alors, mais ressenti, par exemple, je n'ai pas observé, même si je ne suis pas restée très longtemps, en Guyane par exemple, je l'ai moins ressenti qu'aux Antilles. Mais vous avez raison, il y a un ressenti très fort de... Ah oui, oui. Mais voilà, entre le ressenti et la réalité, je ne sais pas si il faut nécessairement considérer que c'est la même chose, parce que vous dénoncez à juste titre des inégalités sociales, des difficultés économiques, la vie chère. J'ai beaucoup apprécié votre tableau. J'ai pu vérifier par moi-même aussi le coût élevé de la vie, y compris en Guyane, l'essence qui est plus chère qu'en métropole, etc. Mais est-ce que c'est un rapport avec l'histoire de l'esclavage? Est-ce que c'est en rapport avec les fautes commises dans le passé? Peut-être pas à 100%, mais je ne vais pas affirmer que non, ça n'a aucun rapport. Parce que, en tout cas, il y a un système inégalitaire qui est créé après l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, en Martinique, les gens vous disent, 4% des plus riches, ces gens-là ont un rapport avec l'esclavage parce que leurs ancêtres étaient des anciens colons, étaient les riches, etc. Et après l'abolition de l'esclavage, ils ont accaparé tout, ils ont pu bénéficier d'une sorte de protection de l'État et ils sont en tout cas le maître du système. C'est ça qu'ils m'ont dit là-bas. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, bien sûr. Donc quand une petite partie de la population garde toutes les richesses. Et quand on regarde l'arbre généalogique de ces gens, on voit que, en tout cas, leurs grands-parents étaient des grands propriétaires d'esclaves. Donc on peut dire, là, vraiment, il y a quelque chose. Ouais. Alors, j'ai perdu le fil, ce que je voulais... oui, si, alors, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, il y a un autre aspect où je trouve que vous auriez pu être un peu plus audacieux. C'est sur l'aspect, donc, cette fois-ci processuel, sur la question de la prescription de l'action en réparation. Vous expliquez donc les délais de prescription et en particulier la prescription quadriennale maintenant depuis la loi de 68 en ce qui concerne les actions contre l'État. Mais là encore, est-ce qu'on n'aurait pas pu concevoir un principe imaginer l'imprescriptibilité de l'action, cette fois-ci civile, contre l'État, parce que l'État est sans difficulté civilement responsable. Vous l'expliquez, le gros problème c'est le délai de prescription. Alors j'ai trouvé, je ne sais pas si vous le citez, mais il ne me semble pas, un jugement qui a été rendu par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles en 2021 à propos de l'action de femmes congolaises qui étaient métisses et qui avaient été enlevées pour être placées dans des institutions catholiques et qui avaient introduit une action contre l'État, donc des faits qui s'étaient produits entre 48 et 61.
Et alors, l'action n'a pas prospéré parce qu'on a considéré que ce n'était pas un crime contre l'humanité, mais le tribunal civil a déclaré l'action imprescriptible, donc a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Donc c'est quelque chose aussi que vous auriez pu suggérer, alors peut-être pas en l'état actuel du droit positif, mais comme une perspective d'évolution législative sur l'imprescriptibilité des actions contre l'État pour certains faits particulièrement graves comme ceux dont vous parlez. Oui, j'ai pensé à ça, mais en regardant la disposition du Code pénal belge qui a permis cette décision et en regardant les dispositions de la loi française, je me dis la même chose ne peut pas se produire en l'état actuel du droit en France. Parce que ça aurait été possible si l'action, si on peut mener une action devant la justice pénale contre l'État, mais en l'état actuel du droit, on a l'impression que c'est impossible. Sauf dans des cas exceptionnels, très exceptionnels, j'ai pu dire... Ça change. Oui, le droit, ça change, mais le changement du droit passe par une décision politique. Et c'est là que j'aurais pu être un petit peu plus tranchant dans mes propos, dans les solutions politiques à proposer. Vous dites, Christiane te dira, voilà, c'est très bien, mais en fait, ça ne oui, va pas faire grand-chose. Exactement. Donc, j'aurais pu proposer quelque chose. J'aurais pu proposer quelque chose, une sorte de réforme. Parce que quand la politique le veut, ben, on adopte, on fait adopter des lois et puis on fait des choses. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la, en tout cas, récupération des œuvres d'art, etc. Au début, quand on a commencé avec ce débat, les gens disaient, mais non, parce que ces œuvres d'art sont dans le patrimoine de l'État, c'est incessible, imprescriptible, etc., etc. Donc, pour eux, le droit était clair sur ça. Ah ben, il a fallu une déclaration du président Macron en Afrique. Le président Macron a dit, on va faire cela, et puis des années après, une loi a été votée, on a modifié certaines règles, on a rendu possible en tout cas cette restitution des œuvres d'art. Donc on voit quand la politique le veut, etc. Donc dans la deuxième partie, en abordant les aspects politiques de la question, j'aurais pu évidemment proposer des choses comme ça, mais je me dis peut-être je serais trop militant dans mes propos, et donc pour cela, je n'ai pas osé aller plus loin. Pour conclure, c'est vrai que, et vous venez de le rappeler, vous semblez avoir, foi dans le politique, en pensant que c'est ça la clé, la solution, et que le droit c'est une impasse. Moi je me demande si c'est pas en réalité l'inverse, parce que justement, et vous aviez commencé votre propos par cela, les actions, elles sont introduites sur le terrain civil finalement, parce que le politique n'a pas réussi à résoudre le problème. Voilà, on a des déclarations symboliques, mais c'est parce que le politique est une impasse qu'on essaye d'apporter des réponses sur le terrain juridique. Donc moi j'aurais peut-être inversé la proposition, mais ça c'est une affaire de point de vue et votre thèse vous appartient, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que évidemment il faut que chacun puisse s'exprimer et vous faire part de ses impressions à la lecture de votre thèse. Je vous renouvelle mes compliments et tout l'intérêt que j'ai eu à lire votre travail. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais passer à présent la parole au professeur Daniel. J'espère que vous nous entendez correctement et en tout cas, je vous cède immédiatement la parole, chers collègues. Je pense évidemment c'est une forme de réparation et là on peut dire que ça rentre dans la justice historique reconstructive que j'ai évoquée dans ma thèse, bien évidemment. Alors, je voulais terminer en abordant la question de la réparation de la dette haïtienne et non-ingérence avec une demande de réparation qui pourrait rétablir la souveraineté économique haïtienne. Je sais que c'est un débat récurrent en Haïti. Très bien. D'abord, la première question. Vous avez parlé de l'aide. Est-ce que cela doit passer par une sorte d'aide, si j'ai bien compris?
Déjà, la restitution de la dette de cet argent à Haïti ne doit pas passer par une sorte d'aide au développement, quelque chose comme ça. Parce que l'histoire de l'aide au développement, on voit... Moi, je me suis mal fait comprendre. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Je veux dire que si on ne reconstruit pas au préalable l'État, le remboursement de la dette ne servira à rien. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut évidemment reconstruire l'État. Il faut créer l'État. Parce qu'en Haïti, aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Donc, si on donne cet argent, qui va gérer cet argent? C'est la grande question. Mais ce n'est pas parce que la situation politique du pays est catastrophique qu'on doit dire, puisqu'il n'y a pas d'État, on ne traite pas cette question. Non, je pense que les Haïtiens se mettent d'accord pour reconstruire l'État et cet argent, si on veut la restituer, on peut toujours, au niveau de la communauté internationale, créer une sorte de task force pour surveiller, je ne sais pas, surveiller l'utilisation qui va être faite. Mais on ne doit pas aborder cette question de restitution sous la forme d'aide parce qu'on voit dans l'histoire de ces anciennes puissances colonialistes avec l'ancienne colonie une idée de toujours contrôler. On est dans une sorte de diplomatie, de soft power, pour reprendre certains politologues. Donc non, c'est pas, on ne va pas regarder cette question dans une logique d'aide. Il y a quelque chose que vous devez à Haïti, vous la restituez, et Haïti, on crée une sorte de comité, de task force au niveau de l'international pour surveiller l'utilisation de cet argent, mais on laisse aux Haïtiens de gérer, de décider quels projets ils vont mettre en place pour, en tout cas, et au moins essayer de rattraper une situation qui aurait été la situation d'Haïti si toutefois les Haïtiens n'avaient pas été contraints de payer cette dette. Donc voilà, pas d'aide, pas dans une logique d'aide, on restitue, mais on contrôle. On contrôle. C'est comme si on a un arbitre au niveau, pas un arbitre, un contrôleur au niveau international pour être sûr que cet argent ne va pas être dilapidé comme les 4 milliards, les 2 milliards qui ont été dilapidés très récemment dans le cadre de l'accord Petro-Caraïbes. Donc voilà. Deuxième question, comment peut-on articuler le principe de non-ingérence à cette question de restitution? Je ne pense pas que c'est une question d'ingérence. Et les Haïtiens peuvent dire, pas de problème, vous nous restituez notre argent et puis vous vous mettez de côté, vous nous laissez gérer ça. Ce n'est pas un cadeau, si on peut le dire comme ça. Même si la décision de restituer relève de la France, mais si la France décide aujourd'hui de restituer cet argent, ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est dû. Donc, une fois qu'elle restitue, la France n'a pas ses mots à dire concernant l'utilisation qui va être faite. Sauf qu'après, les Haïtiens ne pourront pas dire, ne pourront pas crier tout le temps, si on est là, c'est à cause de la France. Non. La France, vous avez restitué votre argent, vous gaspillez cet argent, c'est à vous. Je suis quitte. Voilà. Merci. Très bien, je vous remercie. Merci à vous, chers collègues. Nous étions sincèrement désolés de ne pas vous avoir parmi nous. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous entendre. Voilà, alors c'est mon tour de vous faire part de mes remarques, de mes observations à la lecture de votre thèse. Alors, je vais vous dire tout d'abord que j'ai eu vraiment un grand plaisir à lire votre thèse. Le sujet est très intéressant et très pertinent. On en a, me semble-t-il, beaucoup trop peu parlé dans les cercles académiques, en tout cas dans les cercles académiques juridiques. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses en vous lisant. La thématique, en général, je la connaissais mal.
Le fait qu'on puisse avoir des réponses juridiques et politiques est fort bien articulé, je trouve, dans votre thèse, et ça nous donne à réfléchir au-delà des frontières habituelles de nos disciplines. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai appris des petites choses techniques aussi, alors notamment sur l'existence de l'incrimination des actes préparatoires à la traite négrière. Il me semblait que le phénomène de devancement de l'incrimination était un phénomène assez récent, assez contemporain, et puis non, je m'aperçois que non, on a eu cette tendance déjà au XIXe siècle. Je ne connaissais pas non plus l'octroi de mer. Je suis heureuse d'avoir appris cela. Voilà, j'ai trouvé donc que votre propos était très enrichissant, utile. Je pense que votre réflexion est vraiment utile. J'ai trouvé également que la lecture de votre thèse était agréable, fluide, je la trouve bien rédigée. Oui, il y a un peu de coquilles, mais bon, je trouve que dans l'ensemble, la thèse se lit bien. En tout cas, elle se lit vite. Moi, je dois vous dire que je l'ai lue vite, et quand on arrive à lire une thèse vite, c'est qu'elle se lit bien, et donc c'est qu'elle est bien écrite. Je trouve aussi qu'elle comporte le bon volume, elle n'est ni trop longue ni pas assez longue, donc je trouve que ça aussi vous avez bien visé. C'est une thèse engagée, mais moi j'aime bien les thèses engagées, donc j'ai trouvé que voilà, vous disiez ce que vous aviez à dire, et je pense que c'est bien. Et puis enfin, vous avez des choix vous avez fait des choix que j'approuve. Alors là, je vais peut-être prendre quelques distances avec mes collègues, avec certains de mes collègues. Je trouve que vous avez bien choisi de cibler la réparation. Je trouve que le droit pénal n'a pas beaucoup de place dans cette affaire-là. L'action pénale n'a pas beaucoup de place. Je vais y revenir après d'un point de vue plus technique, parce que je suis pénaliste. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ciblé sur la question de la réparation. Je reviendrai aussi sur la question de la responsabilité pénale de l'État pour clarifier un certain nombre de choses. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'État n'a pas à être pénalement responsable, mais on va en discuter de façon plus technique. J'aime assez bien aussi votre idée de réparation collective, non pas de réparation individuelle, mais de réparation collective. J'ai apprécié une remarque de la conclusion. À la page 408, vous dites « c'est la société issue du système colonial qui souffre ». C'est la société qui souffre de ces séquelles. Et donc, vous dites que la réponse politique ou économique est adaptée. Et pour ma part, en tout cas, les avis peuvent diverger, mais pour ma part, je partage vos opinions. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai passé un très bon moment à vous lire. Donc merci pour ce travail. Merci à vos directrices de thèse de m'avoir donné cette occasion. Et je vous félicite également pour ce travail. Merci beaucoup. Alors, cette introduction étant faite, nous allons discuter des choses, bien évidemment. Je vais être très rapide sur la forme. Je vais vous dire 2-3 petites choses simplement sur la forme. De la pure forme, la liste des abréviations devrait être dans l'ordre alphabétique, parce que sinon on ne trouve pas grand-chose si ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Voilà, et puis je pense qu'il y a quelques oublis aussi dans cette liste. Mais bon, c'est vraiment de la pure forme. Je pense que vous devriez prendre le temps ou la place dans la thèse d'expliquer certains arrêts. Notamment, vous évoquez l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Siliadin ou Siliadin. Voilà, donc vous tirez des conclusions juridiques de cette affaire, mais vous ne l'avez pas vraiment expliqué. On ne sait pas de quoi ça parle. Alors, on peut évidemment aller chercher soi-même de quoi ça parle, mais enfin, si en 4-5 lignes, vous expliquez un peu le propos, ça nous faciliterait la tâche. Hein. Ouais. Vous savez, les enseignants-chercheurs ne savent pas tout, hein. Nous ne sommes pas des encyclopédies, donc parfois il y a des choses que nous ne savons pas, et c'est vrai que si vous expliquez rapidement, ça facilite la tâche de vos lecteurs. Et puis, dernière toute petite remarque de forme, vous avez parfois des familiarités, d'expressions. Donc, à un moment, vous commencez, à la page 88, vous commencez une phrase par « sauf que ». Bon, ça c'est de l'expression orale, c'est pas de l'expression écrite. À un moment, vous parlez de mécanismes bien huilés.
Alors on comprend parfaitement bien ce que ça veut dire, mais disons qu'à l'écrit, il faudrait le dire autrement, Ouais. l'écrire autrement en tout cas. Et puis, à la page 317, vous dites que les Lumières et la République française ont accouché de la Déclaration des droits de l'homme. Bon, voilà, on comprend, là encore, il n'y a aucune ambiguïté sur le sens, on comprend parfaitement, mais voilà, ça pourrait, le langage pourrait être un tout petit peu plus soutenu. Voilà, mais j'arrête là sur la forme parce que je souhaite aller assez vite sur le fond. Alors, première remarque de fond, dans votre chapitre préliminaire, vous expliquez le commerce triangulaire et vous développez tout particulièrement le premier côté et le deuxième côté du triangle. En revanche, le troisième côté du triangle, alors nous sommes à la page 35, le troisième côté du triangle qui concerne le retour des navires des Antilles vers l'Europe, des navires qui sont comblés de richesses, de production dans les terres coloniales, eh bien ça c'est évacué en 3 lignes. Alors je me suis dit, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que ce troisième triangle est réduit à quasiment rien? D'autant que la fin de votre thèse porte sur la réparation pas seulement politique mais aussi économique. Et moi je trouve que le fait d'expliquer que la France, la métropole, s'est considérablement enrichie matériellement, là on parle vraiment de biens économiques, grâce au retour des navires de l'outre-Atlantique, moi je trouve que c'est un argument pour défendre ce que vous appelez l'égalité réelle dans la deuxième partie de votre thèse. Ouais. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez massacré ce troisième côté du triangle. J'espère que ce n'est pas pour faire 2 parties. Les questions de forme, vous savez, on dit toujours il faut faire 2 parties, 2 sous-parties, J'espère bien que ce n'est pas à cause de ça, que vous vous êtes dit que ce n'était pas la peine de faire un troisième développement sur voilà. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça aurait mérité un peu plus d'explications. Il faut dire, j'ai supprimé beaucoup. J'ai supprimé une 30aine de pages dans mon travail. Et j'ai l'impression que des fois, en supprimant, j'ai supprimé trop. D'accord. Donc, voilà. Par exemple, sur la récam, madame en a parlé. C'est hier soir, en lisant mon travail, je me suis rendu compte qu'il y a un long développement après avoir évoqué cet arrêt à titre illustratif pour expliquer la responsabilité sans faute. J'ai supprimé pratiquement 2 gros paragraphes qui fait au moins 1 page. Donc, des fois, j'ai supprimé, mais en supprimant, j'ai beaucoup supprimé. J'ai trop supprimé. Voilà, je pense que c'est... D'accord, très bien. J'entends votre explication. Alors, il y a quelques erreurs techniques dans votre travail. Oui. Aux pages 63 et 64, vous évoquez la répression de l'esclavage, enfin du fait de détenir quelqu'un en esclavage à proprement parler. Donc, vous évoquez un décret de 1848, l'article 8 de ce décret, donc, où il est dit qu'il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de qualité de citoyen français. Alors, c'est une infraction pénale à proprement parler, qui n'est certes qu'une contravention, et on peut être très surpris et contester le fait que ça ne soit qu'une contravention. On aurait pu espérer que, vu la gravité du comportement, ce soit un délit, voire même un crime. Mais à la page 64, vous voyez, vous dites, je vous cite, « Ce manque de sévérité législative patent illustre, en dépit de l'abolition, la volonté du gouvernement de laisser impunis les faits de l'esclavage colonial. » Et puis, au numéro 89, vous dites carrément cette absence d'incrimination autonome. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une infraction pénale. Elle est ridicule. Ah oui. Hein. Mais elle est ridicule, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'infraction pénale. Vous voyez, ça, à mon avis, c'est incorrect. Et alors,
elle peut paraître ridicule, ou même on peut la considérer comme ridicule parce que ça n'est qu'une contravention. Néanmoins, la peine proposée, c'est quand même la perte de la nationalité française. C'est pas une petite peine. C'est la perte de qualité de citoyen. De citoyen français, Oh, oui. oui. Est-ce qu'il y a une différence entre perte de la qualité de citoyen et perte de la nationalité? Donc ça veut dire que la personne pourrait encore se considérer comme français, pourrait encore avoir une carte d'identité française et un passeport français ou pas? Bien évidemment, d'après moi, il a perdu peut-être sa qualité de citoyen, ses droits civiques, peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est la perte des droits civils et politiques. Exactement. D'accord. C'est comme ça que je l'imagine. C'est comme ça que vous le comprenez. Ce Oui. n'est pas la perte, la qualité de citoyen, ce n'est pas la perte de la nationalité. Oui. D'accord, ok. Ouais. Bon, alors on est d'accord que cette infraction est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle devrait être, mais, Oui. mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. J'aurais dû parler d'absence de sévérité, manque Voilà. de sévérité. D'accord. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, une autre remarque de pénaliste. Votre titre sur les limites du droit pénal commence à la page 45 et il faut attendre la page 124 pour que vous nous disiez qu'en réalité aucune action en justice n'est possible sur le fondement du droit pénal, tout simplement parce que les personnes qui pourraient être jugées pénalement sont décédées depuis très longtemps. Alors, ça c'est une évidence et le simple fait de dire cela fait comprendre que ce n'est pas possible tout simplement d'actionner le droit pénal. Ouais. Alors, moi j'ai été un peu embêtée de ne lire ça sous votre plume, en tout cas, parfois vous citez des auteurs qui le disent, mais vous ne le dites pas. Vous examinez dans le premier chapitre ce que vous appelez les qualifications, vous examinez la prescription, vous examinez tout un tas de choses. Pour dire finalement seulement à la page 124, de toute façon on ne pourra rien faire parce que de toute façon les personnes qu'on pourrait juger ne sont plus en vie et donc on ne peut absolument rien faire. Alors moi j'aurais fait les choses autrement, j'aurais dit ça d'emblée, voilà. On ne poursuit pas les morts, c'est certes une question de procédure, pas une question de fond, mais enfin on ne poursuit pas les morts et on ne juge pas les morts, ça c'est acquis. En revanche, et vous l'avez dit tout à l'heure à la soutenance, vous l'avez dit, je vous cite, je voulais montrer que si les esclaves ou leurs descendants directs avaient agi en justice, ils auraient pu obtenir gain de cause. Vous avez dit ça tout à l'heure. Oui. Et je pense que c'est ça que vous auriez dû dire dès la page 45, vous voyez, de dire voilà, ce que je vais montrer, c'est pas qu'on peut aujourd'hui faire quelque chose, du point de vue pénal, le droit pénal est complètement inopérant aujourd'hui. Néanmoins, je fais toute cette étude pour montrer qu'il y aurait eu des possibilités à l'époque. Et ça a une utilité de dire cela parce que cela permet de dire, de penser que quand il y a quelque chose de grave qui se passe, alors de l'esclavage, des tortures, que sais-je, eh bien il faut agir tout de suite. Il faut agir tout de suite. Alors, les choses ont changé maintenant avec l'imprescriptibilité, etc. Néanmoins, je pense que, enfin voilà, moi si j'avais dû le faire, je l'aurais fait comme ça. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, mais... Non, je vous comprends. Vous comprenez le Oui, message. bien sûr, bien sûr. D'accord. Après, sur la responsabilité des personnes morales. Alors, il y a une petite inexactitude dans ce que vous... Enfin, ce n'est pas une inexactitude, mais c'est que vous dites deux choses à deux endroits différents qui ne sont pas tout à fait en phase. À la page 101... voilà, à la page 101, tout en haut de la page 101, vous dites qu'il y a une conséquence majeure de la responsabilité personnelle, du principe de la responsabilité personnelle. Je vous cite, la dissolution d'une personne morale entraîne ipso facto la disparition de l'action pénale et toute poursuite devient dès lors irrecevable. Mais vous avez dit 4 pages avant, à la page 97, vous avez dit qu'il y a eu une évolution de jurisprudence par un arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, et vous expliquez, alors vous le faites dans un autre contexte, vous expliquez que dans certains cas, la fusion-absorption d'une société n'entraîne pas nécessairement l'impossibilité de poursuivre la société qui succède à une autre. Je simplifie un peu les choses. Oui. Voilà.
Alors, moi, à mon avis, s'il y avait une porte d'entrée, alors c'est un trou de souris, hein, c'est tout petit, mais s'il y avait une possible porte d'entrée du droit pénal dans votre thématique, c'était peut-être d'essayer de rechercher si certaines sociétés existantes aujourd'hui pouvaient être considérées comme des sociétés qui auraient succédé à des sociétés précédentes qui se sont considérablement enrichies avec la traite négrière et l'esclavage. Alors, vous dites à un moment, j'ai bien lu, hein, vous dites à un moment qu'il n'existe plus aucune entreprise aujourd'hui qui était en activité à l'époque et dont on pourrait rechercher la responsabilité pénale. S'il y avait, Bernadette Aubert disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'imaginer quelque chose? Alors, moi, si j'avais dû imaginer quelque chose, c'est pas facile. Je crois que c'est là que je serais allée chercher, avec toutes les difficultés que ça comporte. Première difficulté, il faudrait élargir considérablement la jurisprudence de 2020 parce qu'elle est prise sur le fondement d'une norme communautaire, d'une directive communautaire, etc. Bon, il n'y avait pas tout ça à l'époque, donc déjà il faudrait un élargissement du champ de cette jurisprudence. Et par ailleurs, quelle serait l'autre difficulté à votre avis? Est-ce que vous voyez une autre difficulté C'est la rétroactivité de la loi. La rétroactivité, pas seulement des incriminations, mais la non-rétroactivité de la loi qui permet de rendre responsables pénalement les personnes morales. Oui, les personnes morales, voilà. Exactement. Exactement, tout à fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que cette responsabilité, elle existe depuis 1994. Voilà, donc il faudrait accepter le principe de la rétroactivité de ce principe-là. Alors, on peut aller chercher beaucoup de choses dans l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut aller chercher aussi ça? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être que c'est voué à l'échec. Mais en tout cas, j'aurais pu aller. Voilà, s'il y avait une toute petite option, à mon avis, c'est là qu'elle se trouvait. Et par contre, j'en viens à la responsabilité pénale de l'État. Alors, vous dites, c'est pas possible, on ne peut pas rechercher la responsabilité pénale de l'État. Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas le faire au niveau national, tout simplement parce que c'est l'État qui poursuit. C'est l'État, par le biais des procureurs de la République, qui poursuit. Donc l'État ne peut pas s'auto-poursuivre, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, il faut une distance, il faut une altérité entre le poursuivant et le poursuivi. Donc, ce n'est pas possible au niveau national. Sur l'affaire belge que vous citez, alors tout à l'heure, j'étais interloquée quand même. Je me dis, quoi, les Belges retiennent la responsabilité de l'État? J'en avais jamais entendu parler. Je pense que si c'était le cas, on en aurait entendu parler. Mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai repris l'article, la page 21 de votre thèse, où vous dites quand même que cet arrêt du 2 décembre 2024, c'est un arrêt de la première chambre civile. Oui. Alors, expliquez-nous un peu, comment est-ce qu'une chambre civile peut condamner l'État pour le crime contre l'humanité? Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer ce qui s'est passé véritablement dans cette affaire belge? Alors, dans la disposition, dans le code pénal belge, il y a un article 6 ou 7, je crois, qui dit lorsque l'action, lorsqu'une action en réparation contre l'État, eh bien, la prescription, c'est la prescription du droit pénal qui s'applique. C'est ça. Si je me rappelle bien, lorsque l'action en réparation d'un dommage causé par l'État, si je me rappelle bien, lorsque l'action en réparation d'un dommage causé par l'État, l'État est irresponsable pénalement, mais on peut quand même évoquer l'affaire sur le plan civil et c'est la prescription du droit pénal qui s'applique. Donc, à partir de cette date, quand les faits ont eu lieu, en tout cas, dans le droit pénal belge, on avait déjà inscrit les normes internationales reconnaissant les crimes contre l'humanité. On avait déjà reconnu le principe de l'imprescriptibilité. Et donc, par conséquent, même si on est en droit civil, c'est la prescription du droit pénal de l'action publique qui s'applique et ça fait que leur action
a été déclarée imprescriptible. L'affaire a été jugée recevable et c'est pourquoi l'État a été condamné. Et justement, après avoir lu ce jugement, j'ai fait des recherches concernant le droit pénal français pour voir est-ce que... Parce que déjà, le Code de procédure pénale dit très clairement, lorsque l'action est menée devant le juge pénal, c'est la prescription de l'action publique. J'ai regardé, j'ai fait des recherches pour voir est-ce qu'il y a une possibilité de poursuivre éventuellement l'État devant le juge répressif, même si c'est pour engager sa responsabilité civile. J'ai passé plusieurs jours à faire des recherches sur cette question. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé un seul article qui a donné la possibilité de mener une action civile contre l'État devant le juge répressif, mais j'ai complètement oublié c'est quel article du Code de procédure pénale qui a permis cela. Je me suis dit, ça ne va pas trop utile dans cette affaire et j'ai mis tout ça de côté. Alors, il faudrait avoir l'arrêt devant les yeux pour en discuter. Si vous voulez bien me l'envoyer, moi ça m'intéresserait beaucoup. D'accord, je le vous lire. l'enverrai. Merci encore là parce que vous nous faites découvrir des choses. Ça me paraît extrêmement intéressant, en tout cas à étudier avec certitude. Alors, sinon, est-ce qu'on pourrait envisager une responsabilité pénale des États à condition que le jugement se situe non pas au niveau étatique, mais au niveau supra-étatique, je sais que ma voisine ne va pas être d'accord avec ce mot-là, ou international. Vous voyez, est-ce que la Cour pénale internationale, qui aujourd'hui ne peut juger que des individus, malheureusement elle ne peut toujours pas juger de personnes morales, de société, mais est-ce que vous considérez qu'il faudrait que des États soient pénalement responsables et puissent être jugés par la Cour pénale internationale? Je suis contre. Je suis contre parce que là, c'est la souveraineté de chaque État qui va prendre un coup. Parce que la Cour pénale internationale, déjà, c'est une institution créée par les États. Maintenant, si on donne à la Cour pénale internationale la compétence pour juger des États, je pense qu'il y a une sorte d'incohérence, sachant que les juges de la Cour pénale internationale sont des juges, même si ils sont indépendants, mais ce sont des représentants d'autres États. Pour moi, il y a une sorte d'imbroglio qui me paraît très bizarre. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'avis qu'il faut, en tout cas, admettre une sorte de responsabilité pénale de l'État dans le cadre du droit international pénal. Déjà, même la responsabilité pénale sur le plan interne, c'est problématique. Sur le plan international, encore une fois, c'est beaucoup plus problématique. Parce que la Cour pénale internationale est liée à l'ONU déjà. Et on voit le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Donc, peut manipuler cette Cour pour juger d'autres États, par exemple. Donc, pour moi, c'est problématique. Hein, surtout au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les grands. Ce sont les grands. De toute façon, on ne trouvera pas les grands devant la Cour pénale internationale, peut-être les petits États. De même, jusqu'à maintenant, on a une Cour qui juge uniquement des personnes physiques. Et on voit les personnes physiques qui jugent, ce sont toujours des petits. Donc, vous voyez, donc c'est ça le problème. Oui, alors je partage votre analyse. Peut-être que dans un nouvel ordre international, les choses pourraient être organisées différemment. Mais je suis d'accord avec vous. En l'état, ça me paraît extrêmement difficile. Très difficile. Je voudrais vous poser une question et je ferai ensuite une dernière remarque. La loi Taubira, dont vous parlez beaucoup dans la première partie, qui est une loi mémorielle, vous semblez la critiquer dans la première partie. Alors, vous me direz si je vous ai bien compris. Moi, j'ai eu le sentiment que vous considériez que cette loi aurait dû aller jusqu'au bout de sa logique, permettre véritablement des actions en réparation, qu'elle n'aurait pas dû être ce neutron législatif, voilà, mais qu'au contraire, elle aurait dû permettre, on ne sait pas comment d'ailleurs, mais permettre des actions en justice pour la réparation de ces fameuses séquelles. Bon, alors, ce n'est pas le cas, voilà, c'est une loi mémorielle. Et j'étais surprise, moi,
que vous n'en parliez pas dans la deuxième partie de votre thèse. Alors, je fais comme mon collègue des Antilles, je m'aventure dans un domaine qui n'est pas le mien, mais je pense qu'il faut qu'on ose un petit peu des choses aussi. Vous avez un chapitre sur la reconnaissance des faits. Un premier chapitre de votre deuxième partie sur la reconnaissance des faits. Vous expliquez l'importance de reconnaître que l'esclavage a eu lieu, de le dire, d'avoir une politique culturelle, une politique d'explication, une politique mémorielle, etc. Et là, la loi Taubira, vous n'en parlez pas. Alors moi, je me suis demandé si en fait il ne fallait pas, et puis vous me contredirez si vous voulez, hein, mais je me suis demandé si en fait il ne fallait pas prendre la loi Taubira pour ce qu'elle est, à savoir uniquement une loi mémorielle. Comme l'a dit ma voisine, elle ne qualifie pas les faits, elle reconnaît, mais elle ne fait pas une qualification comme le fait le juge, parce que le législateur, on a la séparation des pouvoirs, le législateur ne peut pas faire ce que fait le juge. Néanmoins, est-ce que finalement, cette loi mémorielle n'est pas une étape importante de la deuxième partie de votre thèse, et notamment dans la partie sur la reconnaissance des faits? Je pense que je l'ai évoqué plusieurs fois, oui, filigrane, hein. En expliquant que cette politique mémorielle, déjà par exemple, je me rappelle quand je parle des comités, de la fondation, j'ai évoqué la loi Taubira comme quoi cette institutionnalisation, en tout cas, de la mémoire de l'esclavage, c'est la conséquence de la loi Taubira. Je l'ai évoqué peut-être pas suffisamment, et là je suis d'accord avec vous. Vous l'évoquez dans le deuxième chapitre. Je n'ai pas noté, là je ne me souviens plus l'intitulé exact de votre deuxième chapitre. Ah si, le deuxième chapitre c'est sur la nationalisation de la mémoire de l'esclavage. Donc vous évoquez la loi Taubira là, mais vous ne l'évoquez pas dans la question de la... Enfin, vous l'évoquez, mais alors vraiment c'est ultra rapide dans la question de la reconnaissance. Ah oui, ouais, peut-être pas suffisamment. Voilà, une toute dernière remarque. À la fin de la thèse, on est aux pages 334, 341, etc. À plusieurs reprises, vous employez une expression qui est, je vous cite, vous parlez de justice transitionnelle politique de reconstruction. Justice transitionnelle politique de reconstruction. Et moi, je me suis demandé si finalement on avait... C'est à quelle page, madame? Alors, par exemple, à la page 334, 334. Attendez, je vais vous dire où. Oui, au numéro 608, il y a une note de bas de page 1450, et juste après, vous dites « Il s'agit d'une forme de justice transitionnelle politique qualifiée de reconstitutive. » Ouais. Voilà. Et ça revient notamment à la page 341, au numéro 619. Là, vous dites le traitement des séquelles de l'esclavage ne peut être satisfaisant sans l'établissement d'une véritable justice sociale distributive ou la répartition à la fois, etc. etc. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous restez attaché au mot justice ici, alors que vous avez dit qu'avec la justice, on n'arrivait pas à grand-chose à la fin de votre première partie, que vous êtes dans la partie politique. Alors, ça peut être une politique de rétablissement de la justice, d'une certaine forme de justice, vous voyez, mais pourquoi est-ce que vous gardez le mot justice alors que finalement, maintenant, ce qu'il faut, c'est une politique d'égalité réelle avec, je partage tout à fait la remarque d'Antoine Garapon qui dit qu'il ne faut pas que du symbolique, mais il faut aussi une réparation matérielle qui soit effective et qui se fasse sentir véritablement dans les populations d'outre-mer. Vous voyez, pourquoi est-ce que vous gardez le terme justice en fait? Dans la deuxième partie, le mot justice employé fait référence à la justice transitionnelle. Parce que dans la première partie, c'est notre justice qu'on connaît. C'est pourquoi je parle de la justice reconstitutive, qui est une autre forme de justice qui est en tout cas, qui ne reprend pas la logique de la justice judiciaire telle qu'on la connaît. Donc c'est pourquoi je parle de la justice reconstitutive. C'est une notion distincte en fait, de notre justice, de la justice traitée dans la première partie.
Voilà. La justice transitionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est un ensemble de politiques menées par certains États après la commission de crimes de masse qui ont quand même bouleversé une société. Et donc, dans le cadre de la justice transitionnelle développée par M. Joannet, que vous avez cité, Madame, ça permet de comprendre, de reconnaître et de prendre des dispositions pour que cela ne se repasse pas. Donc, c'est ça, la justice transitionnelle, qui n'a rien à voir. Bon, alors, je veux dire qu'il y a un lien avec... Pourquoi justice? Voilà. Pourquoi le mot justice? Puisque ça n'a rien à voir avec l'autre justice. Ouais. Oui, pourquoi le mot justice? Parce que ça vise quand même à apporter quelques solutions, à apporter des solutions. Peut-être ce n'est pas la justice corrective telle qu'on la connaît, qui punit, etc. Mais en mettant face à face, par exemple, la victime et le bourreau, on discute, il y a une part de justice dedans. Peut-être pas à la prison, pas dans les prétoires, comme on le connaît, mais il y a une forme de justice. Parce que, à la fin, la victime trouve quelque chose. La victime trouve quelque chose et... Oui, mais la victime, Monsieur Fell, vous avez dit vous-même, nous ne sommes pas, nos générations, nous ne sommes pas les victimes de l'esclavage. Nous sommes les victimes des séquelles de l'esclavage. Oui. Et alors, vous expliquez aussi, parce que vous parlez de la justice transitionnelle, vous dites qu'elle est là essentiellement pour ramener la démocratie après une guerre civile, après une dictature, etc. Ouais. Moi, je vous donne simplement mon point de vue. J'entends tout à fait qu'on puisse considérer les choses autrement. Mais moi, j'ai envie de dire que vraiment le temps de la justice est passé. Et que ce qu'on construit aujourd'hui, c'est une politique de réparation des séquelles, une politique qui a bien évidemment de manière sous-jacente l'idée de restaurer, de corriger des injustices. Vous le dites dans la conclusion, vous dites qu'il s'agit de corriger des injustices, d'accord. Il s'agit aussi de l'égalité républicaine, tout simplement. Voilà, c'est pas normal qu'il y ait des différentes stèles d'un point à l'autre de la République, même s'il y a des distances géographiques. Et donc, moi, si c'était moi, je n'utiliserais plus le mot justice, je parlerais vraiment de politique, de réparation, qui a bien évidemment toute sa place et qui devrait urgemment être... D'accord. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous comprends. C'est pour cela que j'ai cité quelques auteurs qui développent cette notion de justice reconstitutive. Pour ces auteurs, dont la philosophe Magali Besson, Antoine Garapon, cette justice reconstitutive, c'est en tout cas la révision des structures actuelles qui ont un lien avec cette histoire de l'esclavage. Donc, pour eux, le fait de revoir, peut-être de créer de nouvelles structures beaucoup plus justes, c'est une forme de justice. Donc, c'est pourquoi j'utilise le mot justice reconstitutive, parce que là, je les reprends. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, je les reprends. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, j'aurais pu quand même parler d'autre chose. Je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui soutenir. Je vois votre soulagement à l'issue de cette thèse qui, à la fin, est toujours un peu... et c'est normal, à la fin de la thèse, on a vraiment envie de passer à autre chose. Mais je suis convaincue que vous avez plié aux contraintes de l'exercice académique sur un sujet qui vous tenait à cœur. Et donc... Monsieur Fell, vous avez donc la possibilité, si vous le souhaitez, rapidement de dire quelques mots pour conclure. Enfin, je remercie tout le monde, mes amis qui sont là. Le travail a été difficile parce que j'étais seul ici à Strasbourg, dans ma chambre. Pas de famille, donc vous comprenez. La situation était compliquée, mais j'arrive et je soutiens cette thèse. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations encore. Merci pour ces derniers mots. Alors, le jury va délibérer et par conséquent, nous allons demander au public de sortir de la salle puisque nous délibérons dans cette salle. Voilà, et nous allons... Je fais partie du public. Exactement, ah, oui. Non, vous ne faites pas partie du public, mais vous êtes également invité à sortir de la salle. D'accord, voilà. merci. Nous vous appellerons quand nous aurons... Très bien, merci beaucoup.
Voilà, Monsieur Fell, le jury a décidé de vous accorder le grade de docteur en droit de l'Université de Strasbourg et vous félicite pour votre très belle thèse. Merci beaucoup. Vous avez devant vous le serment que nous allons vous demander de prêter devant nous. Moi, Wendy Fell, en présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle et la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, alors si vous souhaitez, nous pouvons peut-être faire une photo. Oui. Voilà, alors si on se met devant cet écran-là, nous aurons Monsieur Daniel avec nous. Exactement. Je trouve que l'image est meilleure sur cet écran que Oui, sur oui. l'autre. Il est trop pâle. Oui. Voilà. Merci beaucoup.